Mesdames et messieurs, il est 18h à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre ce programme vespéral. Aujourd'hui, nous allons aborder le dossier d'histoire avec un député national qui vient défendre au peuple, ses électeurs et surtout ses coins du pays, Ituri, qui est aujourd'hui en proie à la violence avec l'état des sièges. Qu'est-ce qu'il faudra renforcer parce que ce territoire est attaqué. On a connu les attaques dans la nuit d'hier et aujourd'hui, nous allons en parler pour scruter cette actualité et savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement mettre en déroute les rebelles, les forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo, surtout en Ituri. Et oui, il sera avec nous, c'est un député national de son État, mais pour l'heure, nous allons vous laisser suivre les grandes lignes de l'actualité présentées par ma consoeur Bosso, qui est avec nous ce soir. Allez, c'est parti. On se retrouve dans quelques instants. Bonsoir, Nathalie Yoko Bosso. Bonsoir, Crispin Chibassou. Bonsoir à tous. Les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. En Ituri, après l'attaque des rebelles ADF, la situation sécuritaire dans la cité des Komanda est désormais sous contrôle de l'armée congolaise. Le bilan est de 5 morts selon le gouverneur militaire qui appelle la population au calme. Organisation des élections de 2023 en RDC à bonne date. C'est l'essentiel de l'échange entre le président du Parlement, Christophe Mbosso, et les ambassadeurs de la Suisse et de l'Italie. Ils ont également passé en revue la coopération bilatérale entre la RDC et leurs pays respectifs. Marie-Olive Lembe Kabila, de nouveau au chevet des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. L'épouse de l'ancien chef de l'État a fait un don de 2554 maisons aux sinistrés de cette catastrophe naturelle. Et puis en sport football, le championnat de la Vodacom Première Ligue s'est poursuivi ce vendredi dans la partie est du pays avec 2 matchs à l'affiche. À Goma, Dauphin Noir et Renaissance du Congo se sont quittés à force égale sous la note des 0 buts partout au stade de la Concorde de la commune de Kadoutou. Et à Bukavu, l'étoile de Kivu a imposé un nœud d'un but partout face à la formation de l'AS Vita Club de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres vous seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Kinshasa Direct avec Crispin Chibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Nathalie Okomposo. On retrouve Amina Bayombo pour la présentation de la grande édition des 19h sur Télé 50. Tout de suite, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Bravo, félicitations à Maître Tony Mwamba d'excellence. Les enfants, les étudiants, les élèves, les écoliers ont une chose extraordinaire. Tony Mwamba, c'est un homme droit, un homme honnête, un grand avocat, peut-être parmi les 3 ou 4 plus grands avocats dans notre pays. J'en sais quelque chose. Et les gens qui regardent, quand je dis Tony Mwamba, savent de quoi je veux parler. Donc je suis venu le saluer, le féliciter, lui souhaiter le meilleur. Il a beau avoir un bon cœur, un bon vouloir, être honnête, être loyal, mais s'il n'a pas les moyens de ses idées, si on ne lui donne pas le budget adéquat, comment vous voulez qu'il se démerde? Pour la banane, je pense que le département Moussousou Tozo Kaba Gymnastique et Salama, pour la banane, il fallait à la pinza le budget le plus conséquent. Dans tous les pays, depuis quand la dernière fois nous avons appris qu'on a créé une université dans notre pays, qu'on a inauguré une école viable? Depuis quand? Tony est un homme intègre. Le gars, c'est dur à cuire. Hein. On dit, donne-moi les faits, je te donne le droit. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Tony Mwamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être la manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. IGF a dit que l'OVD, via
Foner a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est donc parti avec notre invité d'histoire. Il s'appelle Jackson Aoussa, député national, élu de Irumu dans la province d'Elituri, député national. Jackson Aoussa, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, très heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50, un jeune député élu de l'Ituri qui aujourd'hui est informé de ce qui se passe à Komanda. Vous avez été touché pour cela. Exact. Pas seulement être informé, moi je suis élu de territoire d'Irumu et aussi Komanda, c'est dans ma chefferie d'origine. Je suis de Komanda. Moi je vous parle, toute ma famille, ma mère, mes frères sont à Komanda, ils habitent Komanda. Et aujourd'hui, ils n'ont pas passé nuit dans leur maison. Comme si cela ne suffisait pas pour eux, malheureusement, la pluie s'est abattue toute la nuit. C'est comme ça que ça s'est suivi. Donc nous sommes vraiment très consternés. Nous sommes touchés dans notre peau, nous sommes touchés dans notre chair. Voilà, on n'a pas le choix, on en est là. Alors, après l'attaque des rebelles ADF en Ituri, l'armée annonce que la situation sécuritaire dans la cité de Komanda est désormais sous contrôle de l'armée congolaise. Êtes-vous informé de cette information? La situation sécuritaire de Komanda a été toujours sous contrôle de l'armée. Nous, on n'a pas dit que Komanda est tombé au contrôle total des groupes armés. On n'a pas dit ça. Mais c'est quel calme, c'est quel contrôle, en fait. C'est un calme précaire. C'est un contrôle où personne n'est bénéficiaire, malheureusement. Parce qu'on doit contrôler une zone pour que les gens bénéficient de la protection. L'agglomération de Komanda, c'est une agglomération importante des territoires d'Irumu de chez moi. Parce que tous les services de sécurité des territoires habitent Komanda. Même l'administrateur des territoires, quand c'était civil, habitait Komanda. Donc, il suffit que le rebelle ou bien les groupes armés détiennent Komanda dans leurs mains. On ne peut pas parler des territoires d'Irumu là où il faut qu'on considère que les territoires d'Irumu est effacé de la carte. Et par rapport à Komanda, il n'est pas seulement question des territoires d'Irumu. Komanda, c'est un carrefour. C'est à Komanda qui est en jonction de toutes les routes importantes de l'Est. Vous n'arrivez pas à Beni, quelle que soit votre direction. Tu ne peux pas arriver à Beni sans passer par Komanda. Tu n'arrives pas à Kisangani sans passer par Komanda. Tu n'arrives pas à Boune sans passer par Komanda. C'est un carrefour important sur le plan économique. Là, je parle sur le plan économique. Sur le plan humanitaire, Komanda, c'est le berceau. Parce que la grande partie des territoires d'Irumu, la partie sud, les groupes armés contrôlent la grande partie de la partie sud. Je parle de Boga, de Tchabi, de Wallace et Vonkutu, ma chefferie. Toutes ces populations s'est déversées à Komanda. C'est à Komanda qu'ils vivent en déplacement. Ah donc, sur le plan économique, on peut relativiser, mais sur le plan humanitaire, si Komanda, comme Komanda est déstabilisé là, parce que pour le moment, moi je vous parle, plus de 35 000 habitants de Komanda, et les déplacés et les locaux ont quitté encore Komanda. Donc, ici, nous ne parlons pas comme observateurs. On ne fait pas des observations, on ne fait pas des analyses. Vous êtes très bien informé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est un peu, je dirais, manque d'anticipation du comité armé. Parce que moi, je suis à Kinshasa. Moi, j'étais déjà informé depuis le matin, 24 heures avant, par le riverain. Il y a une colline appelée Muhoyo. C'est une colline qui surplombe Komanda. On nous informe que les rebelles, les ennemis sont déjà à Muhoyo. Et Muhoyo, c'est à 20 km de Komanda. Et cette information nous est parvenue. On a appelé tout le monde. Jusqu'à appeler même le ministre de la Défense. Pour dire qu'alerter les services. De manière anticipée. Parce que comme ils sont à Muhoyo, il y a un sentier. Avant qu'ils n'arrivent dans l'agglomération, on peut bloquer. Personne. Alors je dis bien, personne ne nous a écoutés. Jusqu'à ce qu'à 18h, l'ennemi a fait incursion dans l'agglomération de Komanda.
Les maisons sont incendiées, plus de 30. Les gens sont morts, la population s'est protégée par elle-même. La population a pris, n'est-ce pas, l'initiative de quitter l'agglomération, de quitter Komanda avant l'État. Mais si la population n'avait pas fui, aujourd'hui on assisterait à d'autres choses. Donc, moi, dans tout cela, vous êtes député national. Vous votez la prorogation de l'état des sièges. Et tout cela arrive pendant l'état des sièges. Doit-on douter de l'efficacité des FARDC? Il ne faut pas attendre de moi que je dise qu'on doit douter de l'efficacité des FARDC, parce que jusqu'à présent, malheureusement, on n'a pas une autre armée. Nous n'avons que celle-là. Et n'ayant que celle-là, on ne peut qu'être de son côté, on ne peut que la protéger, on ne peut que la soutenir. Mais ici, c'est un problème qui est plus global, en fait. Parce que vous parlez de prorogation. L'état de siège a été proclamé parce qu'il y a une menace de groupes armés sur le fonctionnement des institutions sur la population. Mais au jour d'aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas prolonger? Nous sommes tenus à la gorge. Nous sommes devant les faits. Et le fait, c'est que les menaces des groupes armés persistent encore. Et dans ce contexte-là, voulez-vous qu'on lève l'état de siège? Et quand on va lever l'état de siège, c'est pour remplacer ça avec quoi? C'est une mesure extrême. C'est une mesure extrême dans laquelle nous sommes. Et nous devons que vivre avec. Moi je sensibilise les gens. Je me pose la question. Je sensibilise la population de continuer à accepter l'état de siège. Mais par contre, ici, le débat, c'est nous devons aller au renforcement de l'état de siège. L'état de siège en Ituri ou au Nord Kivu mérite un renforcement à ce stade parce que 4 mois, 5 mois après, on a trouvé qu'on n'en est pas arrivé. Le chef de l'État a parlé au tribunal des Nations Unies. Oui. Il a dit que l'état de siège sera levé que si les causes qui l'ont motivé seront anéanties. Pour dire que jusqu'à ce stade-ci, les causes qui ont motivé l'état de siège ne sont pas anéanties. Alors, ce n'est pas un succès, c'est un défi. Et cette attaque arrive après l'intervention du chef de l'État devant les Nations Unies. Est-ce que ça ne signale pas quelque chose, cette attaque de Komanda? L'attaque de Komanda... Le chef de l'État se prononce, quelques jours après, eh bien c'est l'attaque à Komanda. Exact. L'attaque de Komanda, c'est un défi. C'est un défi que le groupe armé EDF, c'est un groupe armé étranger, lance d'abord au peuple congolais et aux institutions de la République. Pour dire que nous sommes encore là. Parce que Komanda, c'est une agglomération. Komanda, les EDF ont chassé les gens dans toutes les périphéries. Et ils ont mené les gens à Komanda. Maintenant, ils veulent tout simplement faire voir aux gens que nous sommes encore vivants, nous existons encore bel et bien. Pour cette raison, malheureusement, l'État ne se plaigne pas. On ne doit pas se plaigner, attaquer l'État. Nous devons agir. Et agir, c'est arriver à défaire, n'est-ce pas, ces groupes armés qui étaient... Aujourd'hui, dans la province de l'Ituri, les groupes armés locaux ont mis les choses à berne. Il n'y a pas trop d'attaques des groupes armés locaux. Les groupes armés locaux de l'Ituri en particulier n'attendent que le début de DDRC, c'est-à-dire les processus de démobilisation. Codeco, China-Kilima, FPC, FRPI, qui avaient déjà signé un accord avec le gouvernement. De ce côté, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le DEFNALU est monté à puissance. Toute la chefferie de Tchabi n'existe pas. Toute la chefferie de Walese Vonkutu, une partie de la chefferie de Boga, et aujourd'hui, la chefferie de Komanda, de Basili, est menacée. Donc, le défi est important. C'est pour cette raison que nous devons tous nous mobiliser. Nous devons tous nous mobiliser. Nous devons encore tourner notre regard sur Komanda, parce que la menace n'est pas partie trop loin. Je suis du coin, je sais de quoi je parle. Les informations qui nous sont parvenues jusqu'à la dernière minute ont démontré noir sur blanc que l'ennemi n'est pas parti loin. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas organisé une riposte, on ne l'a pas suivi de la profondeur. Et par conséquent, il n'est pas loin. Il risque de s'organiser et dans les jours, semaines, je ne parlerai pas de semaines, les heures qui suivent, si on ne fait rien, il faut finir par récupérer Komanda. Et s'il récupère Komanda, c'est toute l'économie de ce côté-là, c'est toute la stratégie même militaire va être difficile et la situation humanitaire de la population va se compliquer davantage, parce que c'est déjà d'abord compliqué, mais il suffit que Komanda tombe, parce qu'il ne faut pas aller à Beni. Les gens ne vont pas aller à Beni, les gens ne vont pas aller à Bunia, les gens risquent de ne pas aller à Mombasa, parce qu'il y a une rivière de ce côté-là, la population sera prise en étau. C'est pour cette raison que je lance un message. Je lance un message à la communauté nationale. Que vous, Congolais qui m'écoutent à ce moment ici, à travers cette antenne, qui est une grande audience,
qu'il y a une partie de votre population, il y a une partie de vos sœurs, de vos frères qui sont mises en danger, qui sont prises en étau. Les gens de commande n'ont pas où aller. Ils n'ont pas où aller. Partout, c'est difficile pour eux d'aller. Et si l'ennemi veut vraiment les exterminer, c'est possible. C'est pour cette raison que je demande à l'opinion nationale de tourner les regards sur commande à toutes les institutions de la République. Toutes les institutions, en commençant par le président de la République, en passant par le gouvernement, nous, Assemblée nationale, nous devons tourner notre regard vers commande et faire quelque chose. Pas seulement tourner pour les institutions, ce n'est pas tourner le regard, faire quelque chose pour écarter l'ennemi des commandes. Alors, il faut que l'ennemi soit par écarté. rapport à ce qui arrive à Commanda, ça nous demande de pouvoir évaluer la situation de l'état de siège. L'état de siège a été déjà évalué. Il a été déjà évalué à tous les niveaux. C'est-à-dire quoi? Au niveau de l'Assemblée nationale, la commission défense a réussi tous les ministres sectoriels qui ont trait à l'état de siège. Nous-mêmes, députés nationaux, on était à Ituri. Les EO étaient au Nord Kivu. Le premier ministre était avec nous en Ituri. On a tout dit, on a tout parlé, on a relevé les forces. Parce que l'évaluation, c'est quoi? Évaluer quelque chose, c'est relever les forces et les faiblesses de la chose. C'est ce qui a été fait. On a relevé les forces de l'état de siège, on a relevé les faiblesses de l'état de siège, on a même proposé les pistes de solutions par rapport à ce qui doit être fait. Donc ici, à ce stade-ci, les problèmes ne se posent pas à terme de l'évaluation. Ici, la balle est plus dans le cas du gouvernement parce qu'on a donné toute la matière au gouvernement. Le Premier ministre était avec nous. On lui a donné toute la matière. Il est question de mettre en exécution tout ce qui a été dit au niveau de l'Assemblée nationale, tout ce qui a été dit au niveau de nos missions de l'itinérance sur le terrain, de manière que ça change. Si ça ne va pas changer, franchement, la responsabilité sera partagée. Et le gouvernement va avoir la plus grande part de la responsabilité. Et quelle est la part de vous qui êtes fils notable du coin? Parce qu'une certaine opinion pense qu'il y a des complicités de certains notables du coin dans cette affaire de l'attaque, de l'insécurité en Ituri et l'attaque de Commanda. C'est une opinion qui existe et c'est une allégation, je dis, c'est une allégation dépassée. Dépassée. Pourquoi? C'est très dépassé. C'est une alibi inutile. On ne peut pas s'attarder sur ça. Les gens l'ont dit, tout ça, tout ça. Dites-moi, messieurs les journalistes, est-ce que nous qui sommes, je dis nous, les notables de ces coins-là, nous sommes plus forts que l'État congolais? Et si on arrête les gens ici à cause de détournements et tout, et pourquoi on ne peut pas arrêter ceux qui sont en connivence avec ces gens-là? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? L'État ne se plaît pas. S'il y a des notables, s'il y a des originaires, s'il y a des personnes qui sont à mèche pour équimer pour déstabiliser une partie de la République, 20 ans dira. Parce que cette guerre date de 20 ans. Il y a des gens qui sont nés, qui grandissent, qui commencent même à vieillir dans cette guerre. Ah, donc moi je pense que pour cette raison que je vous dis que c'est un débat, c'est une alibi, c'est quelque chose qui est dépassé. De dire qu'il y a des complices. Mais s'il y a des complices, on attend quoi? Pour les mettre en état de nuire. Ah, donc ici, il est question d'affirmer la souveraineté de l'État. C'est une question de protéger le vie humain qui sont en danger. Et pour protéger les vies humaines, on n'a pas besoin d'attendre que je ne sais pas moi, les complices se détractent et tout. On doit y aller. On doit y aller. Ah donc, aujourd'hui, au niveau de l'Ituri, ce n'est pas au niveau des complices qu'il y a problème. Ce n'est pas au niveau même des groupes armés qu'il y a problème. Le cadre est là. Parce que l'état de siège, c'est un cadre. C'est un cadre exceptionnel pour passer. J'avais reçu un autre député de l'Ituri, honorable Foura, qui m'avait démontré que les attaques que subit la province est due par le fait qu'il n'y a pas assez de militaires pour combattre l'ennemi. Mais est-ce que cette situation a changé avec l'état de siège? Est-ce qu'il y a une forte présence de nos forces armées dans la région? Cette situation a évolué. Je dois vous le rassurer. Aujourd'hui, en Ituri, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un nombre important de forces armées. Non, c'est très fort. Ce serait tardif de le dire comme ça. On a évolué avec l'état de siège. On a vu le nombre des hommes arrivés. On a vu même la logistique, parce que dans l'État, il n'y avait pas que le nombre. Il y avait pas aussi la logistique. On a vu la logistique. Que ce soit les véhicules, que ce soit les armes. Pour les armes, on ne peut pas trop en parler. Nous sommes des civils, on n'en sait pas trop. Mais nous voyons quand même qu'il y a la logistique. Moi, je pense que c'est au niveau opérationnel que ça pose problème. Au niveau opérationnel? C'est au niveau opérationnel, ça pose problème parce que les opérations doivent être organisées. Et les opérations, quand ça s'organise, ne sont pas des militaires. Il y a toute une chaîne d'organisation des opérations.
C'est là qu'il y a léthargie. C'est là qu'il y a lourdeur. C'est là qu'il y a retard. De manière à rendre ces hommes-là proactifs. Parce que les opérations militaires, nous ne sommes pas des militaires, bien sûr, mais ce n'est pas chacun qui doit se réveiller le matin et commencer à tirer. Il y a toute une coordination. Il y a toute une organisation qui doit suivre. C'est au niveau de l'organisation des opérations qu'il y a léthargie et l'ennemi en profite. Avance. Aujourd'hui, l'ennemi a progressé de plusieurs kilomètres. De Tchabi jusqu'à Komanda, de Luna jusqu'à Komanda, c'est plus de 80 km. Et 80 km, l'ennemi progresse, il nous défie. C'est un défi, ça nous révolte. Ça nous révolte. Honorable, ça me pousse, honorable Jackson Aoussa. Aoussé, oui. Voilà. Jackson Aoussé, député national. Ça me pousse à me poser cette question, réfléchir à haute voix avec vous. Vous avez déclaré, vous avez cité le chef de l'État par rapport à son intervention devant les Nations Unies. L'état de siège ne sera levé que si les raisons à la base de l'insécurité sont vidées. C'est ça la logique du chef de l'État. Mais est-ce que cette citation du chef de l'État, excusez-moi, nous sommes en direct, nous réfléchissons pour notre pays, ne peut pas enliser les choses pour qu'il y ait une sorte d'affairisme dans l'échelle de nos militaires pour dire, eh bien, on fait retarder les choses pour qu'au moins on se retrouve dans cet état de siège, comme qui dirait, à qui profite le crime? À qui profite le crime, Tamien? Ça ne nous intéresse absolument pas. Ça ne nous intéresse absolument pas parce que ce sont des têtes qui tombent. 5 morts, c'est ça le bilan. Mais ce bilan, il est provisoire. L'attaque d'hier, il est provisoire. 5 morts. Je vous rajoute qu'il y a plus de 30 personnes dans la main des 5 morts, c'est 5 morts qu'on a arrachés à l'amour d'une famille. C'est un parent, c'est un fils, c'est une maman. Exact. Donc, quand on dit 5 morts, ce n'est pas à négliger. Exact. C'est une famille, ça touche toute une société. C'est parce que nous sommes composés, ça nous touche. C'est un citoyen congolais qui est mort. Donc les affairistes, s'ils vont dire que non, ils vont faire leur affaire en investissant dans les pertes de vies humaines, moi je pense qu'ils auront choisi le mauvais côté. C'est pour cette raison que nous nous disons, la population de l'Est est fatiguée. Elle est très fatiguée, elle ne nous écoute même pas. Elle ne nous écoute même pas, elle dit, nous sommes ici à Kinshasa, les institutions sont à Kinshasa, nous sommes à distance, nous ne savons pas bien comprendre. C'est pour cette raison que je vais demander au chef de l'État, de demander au ministre de la Défense, de demander au chef d'état-major général de jouer leur rôle. Parce qu'ici, l'ennemi qui est là, ce n'est pas un groupe armé local. Ici, c'est une agression extérieure. On ne peut pas parler de guerre asymétrique. Parce que c'est parfois ça la raison de dire que non, on n'anéantit pas les groupes armés parce que c'est asymétrique, c'est dans la population qui se cache. Là, il y a un front qui s'est créé. Ici, il y a 2 blocs. L'ennemi d'un côté et la République de l'autre côté. Et l'ennemi est en train de progresser. C'est ça le challenge. L'ennemi est en train de progresser. S'il y a affairisme, tu parlais de l'affairisme, on parlait même de la complicité locale. Mais il va falloir que nous puissions les braver. Nous devons les mettre tous dans le même bloc. S'il y a affairisme, il faut les mettre parmi les ennemis de la République. S'il y a complicité, il faut les mettre parmi les ennemis de la République. Donc, moi je voulais dire par là, la République est défiée pour la énième fois. Et nous devons aussi arriver à défier notre ennemi. Parce qu'ici, la réciprocité oblige maintenant. La réciprocité oblige. Nous devons écarter d'abord, la première chose c'est d'écarter l'ennemi des commandes parce qu'il n'est pas encore allé loin. À tout moment, dans les airs qui vont suivre, commande risque toujours d'être tombé. Commande n'est pas n'importe quelle agglomération. Nous savons tout ce que c'est commande. Tous ces officiers, tous ces ministres, tout ça, nous connaissons ce que c'est commande par rapport à cette zone. Et nous savons pourquoi l'ennemi progresse vers commande. Lui-même sait, pour qu'on parle sérieusement de lui, il doit prendre commande. Pour lui aussi, c'est un challenge. Mais vous parlez que ce ne sont pas les fils, les rebelles de la RDC. Ce sont des rebelles venant d'origine ougandaise. Ça me pousse à réfléchir à haute voix et encore une fois,
pour poser cette question. Ici, les ADF sont aussi en si grand nombre pour faire déchanter nos services de sécurité. Parlez-nous un peu de ce. C'est quoi la stratégie qu'ils appliquent pour avoir autant des hommes pour réellement attaquer Komanda? C'est quelle stratégie? Et ce n'est pas le besoin de pouvoir déstabiliser en profondeur la RDC et créer un soulèvement de la population. Et pourquoi arriver jusqu'à la balkanisation? Vous pensez que ce n'est pas ça? Il est question d'agir. Moi, je pense que le verbe le plus important, c'est le verbe agir. Nous devons agir. Moi, je pense que nous sommes trop observateurs, nous sommes trop analystes. Nous devons passer à une autre étape. Observateur, pourquoi? Observateur, pourquoi? Nous observons la progression de l'ennemi. Parce que lui, il quitte d'un village à un autre. Et nos services, et nous reculons. Et nous, la population, et les institutions, les services de sécurité, nous reculons. C'est à ça que j'ai dit, nous devons agir. Nous devons lui barrer la route. Nous ne devons pas continuer à reculer. Il faut qu'on s'arrête un peu. Il faut qu'on s'arrête parce que je vous dis que c'est 80 km. Hein, 80 km. De là où ils ont commencé, par rapport à Ituri. Ils ont commencé où? À Tchabi, de la chefferie de Tchabi. Si vous prenez la localité de Tchabi et Komanda, c'est 80 km. Qu'ils avancent. Ils ont traversé même d'autres entités qui avancent vers Komanda. Nous parlons que de Komanda. Mais entre Komanda, de là où ils ont commencé, il y a déjà d'autres agglomérations qu'ils ont repoussées jusqu'à arriver à Komanda. C'est pour cette raison que je vous appelle que c'est un défi. Donc je vous dis que la population, elle est même révoltée. Hein? La population elle est même révoltée, mais la République, elle est très grande. On ne sait pas si c'est à Komanda, les gens de Kasumbalesa, les gens de l'Équateur. Prennent un peu comme c'est à distance. Des Boma et consorts. Mais les gens, les gens qui sont dans cette zone, ils sont déjà révoltés. Cette population ne croit pas trop à nous, ne croit pas trop aux institutions. Parce que c'est une population qui vit de déplacement à déplacement. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est à la veille des rentrées scolaires. Komanda, c'est à combien de kilomètres de l'Ouganda? Komanda, par rapport à l'Ouganda, c'est plusieurs kilomètres, mais par rapport au chef-lieu de la province, c'est 75 kilomètres. Par rapport à Bunia. Par rapport au chef-lieu de la province, c'est 75 kilomètres. Donc s'ils prennent Komanda, ils ont la facilité d'arriver à Bunia. Malheureusement. Mais nous ne sautons pas. Parce qu'effectivement, Komanda, par rapport à Bunia, est trop stratégique. Si quelqu'un prend Komanda et s'il a trop de moyens, il peut facilement manœuvrer pour aller vers Komanda. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Parce que nous parlons de Komanda, mais dites-moi, cette population-là qui vit à Komanda, il veut partir où? Où est-ce qu'il veut partir? C'est ça aussi la grande question. 32 000 personnes qui vivent à Komanda, ils vont partir où? Ils ne peuvent pas aller à Beni. De ce côté-là, l'ennemi est très actif. C'est sur Beni que les véhicules sont incendiés. Et dites-moi, est-ce que une masse peut prendre la route de Beni pour s'enfuir? Ils seraient exterminés. Ils ne peuvent pas aussi faire Bunia parce qu'il y a trop de risques et tout et tout. Donc, moi je pense que le défi est là. L'ennemi est en train de pousser la population. C'est ce que tu as dit. L'ennemi est en train de pousser la population à haïr les institutions. Parce que ce qui dit pour la population, c'est comme si les institutions ne s'occupent pas trop de leur sort. Parce que l'ennemi progresse à mettre. Facilement. Il progresse rapidement. C'est pour cette raison que j'ai dit. Le cadre est là. Heureusement. Pour nous, c'est là où nous sommes heureux, c'est que le cadre est là. L'état de siège, c'est un cadre de combat. L'état de siège, c'est une mesure exceptionnelle qui donne aux militaires le pouvoir d'agir. Donc le cadre est là, on n'a pas d'esquisse. Même devant la population, on n'a pas d'esquisse. On n'a pas à dire à la population de dire que non. Non, on a institué le cadre. Nous sommes à 6 mois presque, depuis que le cadre a été institué. Et c'est ça même le danger. Parce que le cadre est là. Qu'est-ce qui nous manque pour agir? Qu'est-ce qui reste? Nous attendons quoi pour agir? C'est pour cette raison que je vous évoque la problématique des opérations, la chaîne d'organisation des opérations doit être proactif. Franchement, l'ennemi n'est pas dans la forêt. L'ennemi est maintenant à Komanda. Komanda, c'est le carrefour, là où il y a 3 grandes routes. Route Beni, route Kisangani et route Bunia. L'ennemi est sur la route maintenant. Il n'est pas dans la forêt. Il est maintenant visible. Il est visible et la population va en pâtir. Nous profitons de votre antenne. Ouais. Nous profitons de votre antenne a une audience. Nous sommes à la capitale, nous sommes au siège des institutions. Nous sommes tous ici. Toutes les institutions siègent ici. Je pense que nous sommes en train de nous écouter.
que le défi est lancé. Le défi est vraiment lancé contre la population et contre les institutions. Et la population étant impuissante dans les cas de figure, parce que l'ennemi qui a des armes dans la main, je ne vois pas une population résister contre elle. Ça revient qu'à nous, institutions, d'opposer aussi, n'est-ce pas, la force à l'ennemi pour qu'il recule. Des commandes, il ne faut pas que nous puissions reculer. On a reculé, on a plusieurs fois reculé. Mais ici, il ne faut pas qu'on recule. Le recul au niveau des commandes pour les institutions, ça sera très fatal et ça risque d'avoir des conséquences que nous ne saurons pas gérer. J'imagine la surprise de nos téléspectateurs qui ne sont pas des commandants, mais qui sont congolais, même ceux qui ne sont pas congolais, mais qui aiment le Congolais, qui aiment le Congo, qui se disent, en plein état de siège, nous reculons. ça fait froid au dos. Alors, doit-on considérer que l'ennemi est plus fort et plus efficace, et l'ennemi a des stratégies plus que nos forces de sécurité? Il ne faut pas qu'on arrive là. Qu'en est-il alors de la présence de forces étrangères qui ont été invitées à venir combattre aux côtés des FARDC? Nous avons cité le Kenya et les forces ougandaises. Est-ce que vous êtes informé de la présence et de leur efficacité aux côtés des FARDC? Dans la province de l'Ituri, il n'y a aucune force étrangère aux côtés des FARDC. Au moins que nous informons peut-être maintenant, mais nous savons qu'il n'y a pas, les forces étrangères ne sont pas encore là. Mais ce n'est pas aussi interdit. Nous ne serons pas les premiers pays à recourir aux forces étrangères pour venir nous aider. C'est ce qui se passe au Sahel. C'est ce qui se passe partout. Même dans des pays qui se disent être suffisamment outillés, il faut toujours appel aux forces étrangères pour venir nous aider. Mais pour nous, dans les cas là, nous sommes prêts à accueillir tout le monde pourvu que la paix revienne. Parce que pour nous ici, ce n'est pas question de pont de couleur de pont, ce n'est pas question de qui est étranger, qui n'est pas étranger. Nous sommes là. D'ailleurs, cette question-là me pousse à dire que nous avons d'ailleurs une force étrangère qui s'appelle la MONUSCO. À Komanda, il y a une base de la MONUSCO. À Komanda. Dans cette agglomération, il y a une base de la MONUSCO à Komanda. Est-ce que la MONUSCO est intervenue pour sécuriser Komanda? Non, la mission de la MONUSCO est claire chez nous. La MONUSCO observe. La MONUSCO observe les requis, la MONUSCO observe les déplacements de la population, la MONUSCO observe les morts de la population, la MONUSCO observe. Il est en train d'observer, il fait sa mission parce que sa mission est celle d'observer. C'est pour cette raison que nous disons à la MONUSCO qu'il doit jouer autre rôle, pas l'observation. Parce que les vies humaines, parce que leur mission première, c'est la protection des populations civiles. Mais ils tombent. Ils tombent dans ses propres mains, dans la main de la MONUSCO. À Komanda, il y a la MONUSCO. Ça n'a pas péché que 30 personnes, au moment où je vous parle, soient détenues dans la main des ZDF. On ne sait pas leur sort. Oui, 30 personnes, et les enfants, et les filles, et les garçons, dans la main des ZDF. On ne sait pas, ils sont dans quel sort. On ne sait pas comment on va les récupérer, comment on va rendre leur vie sauve. On ne sait pas. 30 personnes. Nous observons. La MONUSCO observe, nous observons. Et pourquoi les ADF qui sont d'origine ougandaise ne s'attaquent jamais à l'Ouganda, à la population ougandaise, qu'à la population congolaise sur notre territoire? Vous êtes du coin. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question tout simplement des rapports de force. La diplomatie, c'est le rapport de force. L'agression, c'est le rapport de force. Si du côté ougandais, ils n'attaquent pas, ils savent pourquoi ils ne peuvent pas attaquer. Si du côté congolais, ils attaquent, ils savent pourquoi ils attaquent. Donc c'est une question de rapport de force. Nous devons nous prendre la charge de notre côté. Nous devons nous prendre la charge de notre côté. Donc ici, franchement, la question de commande, c'est une question de vie ou de mort. Nos services de sécurité ne doivent pas permettre à un seul État que commande soit contrôlée, même pas une seulement. Parce que hier, il y a eu seulement une attaque, ils n'ont pas contrôlé commande. Les forces armées négatives n'ont pas contrôlé commande. Ils ont seulement attaqué et ils ont replié. Mais il ne faut pas qu'ils arrivent au contrôle des commandes. Donc ça peut être un ballon d'essai. Exact. C'est ça le risque. Parce qu'ils ne sont pas allés loin. On doit les poursuivre. Il faut qu'on les poursuive jusqu'à leur dernier retranchement pour qu'on écarte les dangers de cette agglomération-là. Franchement, les dangers doivent être écartés de cette agglomération et le reste, on va le faire après. Il faut d'abord qu'on écarte les dangers de Komanda. Parce que franchement, Komanda, c'est un carrefour important, c'est un corridor important sur le plan économique. Et au-delà du plan économique, pour la population, c'est un berceau de l'humanité. C'est une agglomération qui a accueilli le déplacé de tous les bords. Pour les moindres mal serait de continuer à garder d'abord ces déplacés à Komanda
Et des commandes, il se serait beau qu'ils rentrent dans leur village. Et leur demander à quoi de se déplacer à commande. Et surtout qu'ils n'ont pas où aller. Le village de commande est entouré par une rivière qu'on appelle Ituri. C'est une grande rivière qu'on ne peut pas se jeter dedans. Et de ce côté, c'est pour aller à Beni. Et de ce côté, c'est pour aller à Bunia. Et toutes ces voies ne sont pas bien sécurisées pour cette population. Donc, nous demandons aux communautés nationales, aux Congolais de tourner le regard vers leurs frères de commande, de prier pour eux et aux institutions d'agir pour sauver 35 000 habitants. Ce n'est pas payé, on ne doit pas le laisser au merci des personnes de mauvaise volonté. Ne pas laisser le Congolais à la merci des ADF, le Congolais des commandants aux mains des ADF, c'est votre recommandation. Exact. Et on doit agir maintenant, pas demain. Attendre demain, ça sera compliqué. Il faut qu'on agisse maintenant. Et le gouvernement doit se déployer. Le Premier ministre, le ministre de la Défense et l'armée doivent se déployer pour sauver comment. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Les ZDF, tu as parlé des nombres des ZDF. Ils ne peuvent pas être nombreux que notre armée. Non, même s'ils recrutaient le monde entier, ils ne peuvent pas être nombreux que nous. Le gouvernement doit se déporter pour agir sur commande. Et le faire vite sera épargner la population de beaucoup de mal. On a parlé de tout le monde, sauf des gouverneurs militaires. Ils ont été nommés par le chef de l'État pour assurer cette mission de renforcer la sécurité dans ces coins du pays. Alors, on ne peut pas éviter les attaques, mais les centres comme commandant doivent être sécurisés. Exact. Alors, doit-on douter de la compétence? C'est une question qu'on se pose et qu'on devra se poser, n'est-ce pas? Si les choses continuent dans ce sens. Je sais que vous êtes leader d'opinion. Vous n'allez peut-être ne pas répondre à la manière dont je pose cette question, mais ça froisse l'opinion publique de voir qu'en plein état de siège, qu'il y ait des attaques à répétition. Et nous avons reçu il n'y a pas longtemps un jeune qui vient de l'Ituri, Ghislain, qui vient de l'Ituri, un élève, qui vient faire le plaidoyer à Kinshasa pour demander au gouvernement de renforcer les forces de sécurité, de renforcer encore au niveau de l'Ituri pour que la situation redevienne, pour la paix revienne en Ituri, parce que aujourd'hui, à quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui va devenir dans cette situation d'insécurité totale? Alors, je sais que ça touche plus d'une personne et cela interpelle. Alors, honorable, donc, si on vous suit à commandant par cette population qui est meurtrie, un message d'espoir. Le premier message, c'est les condoléances. Nous présentons nos condoléances parce qu'il y a les gens qui sont morts. Et nous disons aussi, notre regard est tourné vers ceux qui sont à captivité. Parce qu'il y en a des personnes qui sont encore dans les mains de rebelles. Et on ne sait pas quel est le traitement qu'on leur réserve là où ils sont. Parce qu'il y a 2 qui se sont échappés avec des blessures sur leur corps. Et ils ont dit que franchement, il y a une personne qui s'est détachée. Il a laissé sa femme et un bébé. Son bébé dans la main de rebelles. C'est lui qui nous relate ce qui se passe là-bas. Ils sont fouettés, ils ne mangent pas. Ils ont des cordes aux mains. Ils passent des moments très difficiles de leur vie. Nos regards est tourné vers eux. Nous partageons leurs difficultés, leurs chagrins, parce qu'ils le vivent vraiment sérieusement. C'est pour cette raison qu'au-delà des condoléances, nous disons à la population, il n'y a pas un message à la seule population. Nous disons seulement au gouvernement d'agir. Il faut que le gouvernement agisse vite, de manière à écarter les dangers des commandes, de manière que la vie reprenne. Tu as posé une très bonne question. Les gouverneurs militaires doivent travailler, doivent avoir des regards particuliers sur de grandes agglomérations. Parce que les grandes agglomérations sont un peu spécifiques par rapport aux autres agglomérations. Ici, c'est l'économie, ici, ce sont les études, ici, parfois, ce sont les services qui s'y sont installés. Alors, des agglomérations comme ça, il faut qu'on les gère avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup d'engagement, en fait. C'est la recommandation que nous lançons à ces autorités provinciales. D'avoir des regards particuliers sur ces agglomérations comme commande. Parce qu'il ne faut pas que l'ennemi s'approche des agglomérations comme commande, parce que c'est un défi important, il risque de nous mettre en difficulté. Ah donc, pour la population de commande, nous leur disons nos condoléances, nous leur disons de renforcer leur vigilance pour leur sécurité personnelle, parce que la question de sécurité, c'est aussi une question d'abord individuelle. Et ne pas coopérer avec l'ennemi. De ne pas coopérer avec l'ennemi, c'est ça la vigilance, de dénoncer avant l'État, mais de ce côté-là, ils le font déjà très bien, parce que pour ce qui s'est passé avant-hier, ils ont alerté 48 heures avant,
C'est de notre côté, nous, institutions, que les choses n'ont pas été faites d'une manière anticipative. Nous en sommes arrivés là. Les choses la ne sont responsabilité de la avec population, promptitude. la responsabilité de la population n'est pas établie jusqu'à ce niveau-là. Ouais. C'est ce que je vous dis, que j'aurais du mal je n'ai pas de leçons à donner à cette population parce que c'est 20 ans qu'ils sont dans la guerre. Vous partagez la souffrance. Et nous partageons leur souffrance. Ouais. Mais ici, c'est au gouvernement congolais, à travers les services de sécurité, de démontrer à quoi ils sont capables de protéger les vies humaines. Parce que sinon, si rien ne se fera, nous risquons d'assister au massacre de masse. Et le massacre de masse ne sera pas bien pour nous, ne sera pas bien pour la République. Les Congolais vont continuer à perdre leurs concitoyens, chose qui ne sera pas bonne. Vraiment, avec la main au cœur, nous demandons au gouvernement d'agir vite pour cette population, parce que des questions comme ça, il ne faut pas les aborder toujours avec l'état d'âme. Nous devons parler froidement de manière à nous faire comprendre, parce que ce sont les vies humaines qui sont en danger. Voilà. La nuit d'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer. Il est déjà 19h de ces côtés-là. Donc moi, je pense qu'il faut que le gouvernement mette tous les moyens pour écarter les ennemis, pour écarter le mal aux alentours des commandants. Merci beaucoup, Jackson Aoussé, député national, élu d'Irumou, d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Merci à vous d'avoir suivi ce programme depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au centre de notre discussion. Aujourd'hui, c'était Commanda qui a subi l'attaque des ADF. 30 personnes déportées et 5 morts, c'en est trop. Eh bien, ceux qui ont la responsabilité de pouvoir sécuriser les territoires de la République démocratique du Congo doivent donc le faire avec promptitude. Oui, la problématique de l'organisation des attaques, eh bien, les forces armées qui sont formées, professionnelles, et nous croyons que Dieu va susciter des hommes vaillants qui doivent réellement sécuriser la population congolaise qui n'a que trop souffert. Et l'état des sièges devra porter de ses fruits grâce à l'implication de nos forces armées qu'on soutient avec beaucoup de promptitude. Merci beaucoup, une fois de plus, merci honorable. Beaucoup. Et ça n'est donc fini. À 19h, retrouvez notre consoeur Amina Bayomo qui va présenter la grande édition du journal sur Télé 50. Quant à moi, je me retrouve, Inch'Allah, le mercredi et jeudi prochain pour la présentation de 50 bonjours. Au revoir.